Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on ouvre un livre assez direct. Le microscope dans la culotte, on va explorer la science de notre intimité. Exactement. L'idée, c'est vraiment de regarder les faits, ce que dit la recherche, pour sortir un peu des idées reçues. Oui, parce qu'il y en a pas mal, hein. Ah, ça oui. Alors, au programme, justement, on va s'attaquer à quelques mythes. La masturbation, par exemple. D'où vient sa mauvaise réputation? Hmm. Et puis, la fameuse course des spermatozoïdes, est-ce que c'est vraiment comme on l'imagine? On verra que c'est plus complexe. Et même, la forme du pénis. Pourquoi cette forme si particulière? Bon, allez, on y va, on décortique tout ça. Allons-y. Alors commençons par la masturbation. On pourrait penser que sa condamnation, c'est juste une vieille histoire de morale, de religion. En fait, la source montre que c'est plus compliqué. Il y a eu un tournant scientifique assez inattendu au XVIIe siècle. Ah oui, lequel? L'invention du microscope. Ça a permis de découvrir les spermatozoïdes, et là, voir ces petites bêtes bouger, ça a créé une sorte de culpabilité nouvelle. Une culpabilité. Comment ça? L'idée que chaque éjaculation était une perte de vie, potentielle bien sûr, mais ça a marqué les esprits. D'accord. Et ensuite, des textes comme Onania, puis surtout les écrits du médecin Tissot au XVIIIe siècle, ont vraiment bâti dessus. En associant ça à des maladies. Exactement. Des problèmes physiques, mentaux, une vraie diabolisation médicale et morale. Et ça a duré, hein. Le psychiatre Philippe Breneau le rappelle, ça a perduré pendant 2 siècles. 2 siècles, c'est fou quand même. Et il a fallu attendre quoi pour que ça change? Il a fallu attendre vraiment la fin du XXe siècle pour qu'on commence à séparer sexualité et fécondité plus clairement. Mhm. Et que la science, du coup, aborde la masturbation plus sereinement, voire même souligne ses bienfaits pour l'équilibre, la découverte de soi. Surtout chez les femmes, peut-être, où c'était encore plus tabou. Oui, tout à fait. Même si, on voit encore aujourd'hui des mouvements comme NoFap, mais disons que la perspective scientifique a vraiment changé. D'accord. Deuxième idée reçue. La course des spermatozoïdes. L'image d'Épinal, quoi. Des millions de nageurs, un seul vainqueur. Oui, alors ça, c'est une vision très simplifiée. Presque une caricature, en fait. Ah bon? Les recherches, d'après nos sources, suggèrent plutôt une dynamique de groupe. C'est beaucoup plus complexe. Une dynamique de groupe. C'est-à-dire? On parle de collaboration, certains qui ouvriraient la voie, d'autres qui formeraient des équipes, peut-être même certains qui se sacrifieraient. Carrément? Oui, pour bloquer des concurrents ou des obstacles. Le docteur Gilbert Boujaoudé, d'ailleurs, insiste souvent là-dessus. La biologie, c'est rarement une simple course en ligne droite. D'accord. Donc une stratégie collective plutôt qu'un sprint individuel. Ça change pas mal la vision du truc, hein? Complètement. Restons chez les hommes une seconde. La forme du pénis. Ce gland proéminent, cette couronne, c'est pas si courant chez les autres animaux, non? Non, effectivement. Et c'est une question qui a pas mal intrigué les chercheurs. Et alors? Une idée. Il y a une théorie assez solide, qui est citée dans le livre, basée sur une étude de Gordon Gallup en 2004. C'est la théorie du déplacement de sperme. Du déplacement de sperme. Oui. En gros, l'idée, c'est que cette forme spécifique, lors des va-et-vient, agirait un peu comme un piston, si on veut, Mhm. pour racler ou déplacer le sperme qui aurait pu être déposé par un rival sexuel précédent dans le vagin. Ah oui. Pour augmenter ses propres chances de paternité, quoi. Exactement. Une sorte de compétition sexuelle inscrite directement dans notre anatomie. Une adaptation évolutive. Fascinant. Allez, passons au côté féminin. On entend souvent parler d'éjaculation féminine, de fameux fontaines. C'est un peu confus tout ça, non? Oui, c'est souvent mélangé. Mais la science récente, notamment les travaux cités comme ceux du docteur Samuel Salama, permet de clarifier. Alors, quelle est la différence? En fait, il faut bien distinguer 2 choses. D'un côté, l'éjaculation féminine proprement dite. Ça vient des glandes de Skene, qui sont un peu l'équivalent de la prostate masculine. D'accord. Et c'est quel type de liquide? C'est un liquide plutôt laiteux, en très petite quantité, souvent moins d'1 millilitre, et c'est souvent lié à l'orgasme. Très petite quantité donc. Et le squirting ou femme fontaine? Alors ça, c'est différent. C'est une expulsion de liquide beaucoup plus abondante qui sort par l'urètre, comme l'urine. Donc c'est de l'urine. C'est principalement de l'urine, oui, mais qui peut être modifié par l'excitation sexuelle. Donc ce n'est pas un fluide mystérieux. C'est un phénomène physiologique distinct de l'éjaculation des glandes de Skene. D'accord, voilà qui est plus clair. Merci. Et pour finir, le clitoris. On dit souvent, c'est l'organe du plaisir féminin, point. Est-ce que c'est aussi simple?
C'est clairement sa fonction principale et sa sensibilité est incroyable. Une étude de 2022 parle de plus de 10 000 terminaisons nerveuses. Plus que le gland du pénis. Beaucoup plus, oui. Environ 4 000 pour le gland. Mais des recherches plus récentes, portées par des personnes comme Odile Philaude ou Roy Levin, explorent d'autres pistes. D'autres fonctions possibles. Oui, potentiellement. On se demande s'il ne pourrait pas jouer un rôle reproductif indirect. Comment ça? Par exemple, sa stimulation pourrait modifier l'environnement vaginal ou l'utérus pour aider les spermatozoïdes, ou même avoir un rôle analgésique, antidouleur, qui serait utile pendant l'accouchement. Ah oui, quand même. Ce sont des hypothèses encore à l'étude, mais ça montre que cet organe, longtemps méconnu, est peut-être plus complexe qu'on ne le pensait. Bon entre la masturbation qui doit sa mauvaise réputation au microscope, la vraie nature de la course des spermatozoïdes, la forme très stratégique du pénis et la complexité des fluides et organes féminins, cette plongée est riche en surprises. Oui, et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est de voir comment la science, même si elle avance parfois lentement sur ces sujets intimes, nous donne des clés. Pour mieux se comprendre. Exactement. Pour dépasser les tabous, les normes culturelles. Comprendre la biologie derrière tout ça, ça démystifie et ça peut être assez libérateur finalement. Et ça laisse songeur, non? Si on découvre encore aujourd'hui des fonctions cachées ou des mécanismes qu'on n'imaginait pas, là, sous nos yeux, en quelque sorte. Qu'est-ce que la science va bien pouvoir nous révéler demain sur notre propre intimité? Ça donne envie de rester curieux. Tout à fait. C'est la fin de cette plongée pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Merci et à bientôt.